Je vote pour la science avec Isabelle Burgon. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, au travail aussi. Nous vivons dans un monde où tout va très vite et les emplois changent, disparaissent et peuvent même nous rendre malades. Avec la mondialisation et les avancées technologiques, le travail s'est délocalisé, fractionné, précarisé, mais il reste plus que jamais au centre de nos vies. Une transition qu'étudient activement les chercheurs du Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, le CRIMT, animé justement un récent colloque international sur les perturbations, les expérimentations et les nouvelles régulations qui façonnent l'avenir du travail. Le monde du travail a connu et connaît encore de nombreux changements. Une augmentation des travailleurs autonomes, des employés partiels et à contrat, une grande automatisation et informatisation des emplois, jusqu'à l'intelligence artificielle qui est promise à bouleverser cette sphère active de notre vie. Nous consacrons plus de temps au travail qu'avant, raccordés en tout temps à nos cellulaires et à nos ordinateurs. C'est pourquoi de nombreux travailleurs tombent malades. Épuisement, troubles anxieux, dépression, les maux du travail sont en expansion, particulièrement ceux qui affectent la santé mentale. À l'heure de la mondialisation et de l'hégémonie des nouvelles technologies de l'information, comment se dessine le futur du monde du travail ? Nous en parlons maintenant. Restez là. Pour parler du monde du travail, de son évolution et de ce qu'en sait la science, je suis en compagnie de Christian Pinsonneau, ergonome certifié, chargé de projet à Entracte, spécialisé en ergonomie en milieu de travail. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Tania Sabat, professeure en gestion des ressources humaines et titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal. Elle est chercheuse au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, le CRIMT. Bonjour. Bonjour. Donc, plus scolarisé, plus anxieux, plus précaire, mais aussi plus féminin et informé, le travailleur a changé. Peut-on dresser son portrait pour y reconnaître les principales modifications du monde du travail, professeur Sabat? Oui, écoutez, je vais peut-être vous donner en rafale. Le monde du travail évolue toujours, donc effectivement, plus scolarisé, on voit les taux de scolarité à la hausse, ce qui est une bonne nouvelle. Plus de femmes, bien entendu, elles étaient 22% en 46, elles sont 60% en 2018 et elles constituent 47% de la population active. Plus de familles monoparentales aussi, il faut en tenir compte parce que c'est des besoins, puis encore une fois, ça a un effet sur le monde du travail, surtout des femmes. L'immigration est aussi plus visible. Depuis quelques années, on voit, elle est beaucoup moins européenne, elle provient davantage de pays qu'on associe évidemment aux minorités visibles. Le monde est plus anxieux, les pressions sociales, économiques, plus de stress. Le vieillissement de la population, très important à noter. Les taux d'activité augmentent depuis le début des années 2000 pour les personnes de 55 ans et plus, donc ils restent plus longtemps sur le marché du travail, mais encore de manière plus évidente pour les 65 ans et plus. Donc une remontée quand même des taux d'activité et autant pour les hommes que pour les femmes. Donc il faut le mentionner. Les départs à la retraite sont retardés d'un an, donc n'expliquent pas seulement à eux seuls les taux d'activité qui sont plus importants, mais on voit aussi un phénomène de retour sur le marché du travail. Donc de plus en plus de personnes qui, vers la fin de carrière, décident d'occuper des emplois qu'on appelle des emplois de transition. Donc, changent d'emploi entre l'emploi qu'ils occupaient puis un emploi qu'ils occupent dès qu'ils reviennent sur le marché du travail. La proportion est énorme. 1 sur 4 presque revient sur le marché du travail. Et plus les personnes ont quitté vers les 59 ans, par exemple, plus ils vont avoir tendance à retourner sur le marché du travail. Donc, oui. ça devient encore plus intéressant. Oui, qu'est-ce qui a changé dans la gestion de ces ressources humaines-là? S'il y a plus de femmes, plus d'interruptions, de changements de carrière, un vieillissement au travail? Il est évident que les milieux de travail doivent s'accommoder de toutes ces réalités, mais le monde du travail a ses réalités également économiques aussi. Donc, d'abord, oui, il
faut bien sûr regarder tout le profil démographique aujourd'hui de la population active. Mais d'abord, il faut considérer l'ouverture des marchés, la compétition qui devient très accrue. Et quand on parle de gestion des ressources humaines, il faut tenir compte des stratégies de l'organisation. Donc, délocalisation, on en parle encore, on le voit à tous les jours dans les nouvelles, les entreprises qui ferment, déménagent. On se préoccupe davantage de mobilité internationale, même à l'intérieur des organisations, parce qu'elles doivent aller chercher des marchés à l'externe. Donc, on a vu émerger de nouvelles spécialisations et aussi toute la compétition pour attirer ce qu'on appelle évidemment les talents, donc les meilleurs, les compétences. Aussi, socialement, les valeurs ont évolué, qui sont induites aussi par des contextes qui ont évolué. Donc, la stabilité de l'emploi, on voit très bien que la précarité, les emplois à temps partiel augmentent. Oui, on est dans des situations de plein emploi, mais il faut aussi se préoccuper de la structure des emplois sur le marché du travail. On est souvent dans des relations qu'on appelle plus transactionnelles, donc plus contractuelles. Donc, qu'est-ce que vous allez m'apporter? Puis voilà, moi, ce que je vais vous apporter, plus que cet emploi engageant que l'on entame en début de carrière, puis auquel on se voit évoluer encore pendant des années. Monsieur Pinsonneau, on entend souvent que le travail nous rend malades. Vous êtes spécialiste de l'aménagement des postes de travail. Comment notre emploi peut-il nous affecter? Oui, je peux peut-être faire le lien avec les interventions précédentes. Je veux dire, le milieu a changé en termes de travailleurs, de population et tout, ce qui amène des enjeux. C'est-à-dire que de plus en plus, avec ces difficultés-là, les entreprises cherchent à assurer la présence en santé des travailleurs à leur poste. Au sens que les gens restent plus longtemps, reviennent au travail, des immigrants et tout, plus de proportion de femmes. Donc, les entreprises cherchent vraiment essentiellement à faire trois choses. Ce qu'on voit dans les tendances, c'est qu'ils cherchent au départ à s'assurer de gérer les risques. Donc, si on parle dans le milieu industriel, avec la population qu'on mentionne, les entreprises de travail, ce qui a changé, c'est qu'ils cherchent vraiment à réduire les risques pour pouvoir accommoder davantage de femmes, davantage de population active, adultes, je vais dire âgés, et aussi donc au départ de gérer ces risques-là. Le deuxième élément, on en a parlé un petit peu, le besoin de formation. Donc c'est clair que une des préoccupations des entreprises, c'est de prendre le temps, ce qui est très difficile, on se le cachera pas, de documenter les savoir-faire de prudence des gens expérimentés. Et en même temps, d'utiliser ça pour pouvoir partager à la population plus jeune qui rentre sur le marché du travail pour utiliser ces savoir-faire-là. Donc, au départ, pour assurer la présence en santé de leurs employés, ils vont dire qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire les exigences du travail. On parle d'automatisation, on parle d'équipement, on parle de toutes sortes d'équipements, des exosquelettes, des robots et tout, mais il y a quand même une grande proportion de travail manuel qui va demeurer pour longtemps. Et donc, comment on peut réduire ces risques-là? Donc, gérer les risques. Le deuxième niveau, c'est qu'il y a une partie du risque qui est liée aux méthodes de travail. Donc, on est des femmes, on est des gens plus âgés. Comment qu'on peut faire pour réduire ces risques-là par la formation de la main-d'œuvre? Puis le troisième, ce qui est malheureux, c'est que population active, population âgée, population usée d'une certaine façon. Donc, les gens partent un peu plus avec des inconforts, des douleurs. Et donc, les entreprises qui cherchent beaucoup, c'est d'avoir des actions structurées pour intervenir rapidement lorsqu'il y a un inconfort. Donc, pour être capable de développer la polyvalence, développer la rotation, développer de la formation pour dire quelqu'un est mal, quelqu'un est parti en arrêt de travail, comment on peut le ramener rapidement. Donc, c'est pas mal trois choses clés là, qu'on voit dans les entreprises performantes actuellement. Là. Est-ce que ça, on le voit dans le matériel? Au sens... Cette adaptation des entreprises au vieillissement ou à la féminisation, est-ce que les postes de travail changent concrètement? Est-ce qu'ils se modifient? Concrètement, si on regarde, par exemple, dans les postes manufacturiers, on va faire attention à les hauteurs de travail. Donc, si on regarde dans le domaine alimentaire, par exemple, sur des tables d'assemblage, des postes comme ça, il va y avoir davantage je veux dire, des steps, des plateformes où est-ce que les gens vont pouvoir s'adapter en hauteur. Parce que si on a plus de femmes, les femmes en général sont plus petites, donc on va vouloir avoir une meilleure hauteur de travail. Donc, si la personne va utiliser les bonnes méthodes, il faut qu'elle ait les bons équipements. Autre chose, par exemple, on va mettre des équipements d'appoint pour éviter que les gens aient à se pencher, à faire des pas inutiles. Donc, oui, il y a des changements au niveau des équipements, pas juste pour la population féminine, mais en général pour tout employé en se disant j'ai une difficulté à recruter de la main-d'œuvre, ma main-d'œuvre est vieillissante, comment je peux réduire les exigences de l'emploi, comment je peux faire pour les aider à faire face aux exigences auxquelles la compétition du marché les amène à avoir une cadence, une production, une productivité et tout. Donc, comment on peut réduire cette exigence-là? Vous
Vous êtes toujours à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au sciencepresse.qc.ca. Professeur Sabat, c'est quelque chose qui vous intéresse? Ça, les travailleurs vieillissent mais restent actifs. Les générations se côtoient aussi, qui n'ont pas toujours les mêmes expériences et compétences de travail. Comment réussir ce mélange des générations au travail? Oui, j'ai étudié cette question sur quelques années maintenant en essayant d'expliquer la cohabitation des générations. Il faut quand même dire que le phénomène n'est pas nouveau. Qu'il y ait des plus âgés, des plus jeunes dans un milieu de travail, sur le marché du travail, ce n'est pas une nouveauté. Ce qui est différent par rapport à ce qui se passait avant, c'est d'abord le fait que les gens restent effectivement plus longtemps en emploi. C'est le fait de se côtoyer, on se côtoie sur un plus long terme. Et aussi, ce qui change, c'est ces carrières qui ne sont plus linéaires. Donc, cette idée on étudie, puis on travaille, puis ensuite on part à la retraite. Ben, on suit de moins en moins ce parcours linéaire. Le parcours est devenu beaucoup plus, on étudie, on travaille, on réétudie, on se réoriente, on fait autre chose, on revient sur le marché du travail et maintenant on quitte et même on revient. Donc, cette façon de voir la carrière de manière autre fait en sorte évidemment qu'il y a encore plus de diversité en termes d'âge donc dans les milieux de travail. Y a-t-il vraiment des conflits, des grandes différences générationnelles? Écoutez, je les ai étudiées un peu sous toutes leurs formes pour en arriver à la conclusion que il n'y a pas tant de différences que ça entre les générations parce qu'il y a autant de différences à l'intérieur d'une génération qu'entre des générations. Par contre, les différences que l'on retrouve sont beaucoup plus associées aux secteurs. Donc, des secteurs qui sont plus en proie à de grandes transformations versus des secteurs qui sont peut-être qui ont été plus à l'abri des changements à travers le temps. Et ce qu'on trouve, c'est que les différences sont beaucoup plus associées à l'âge en tant que tel, pas l'appartenance à une génération. Donc, l'âge, ce que ça veut dire, c'est le cycle par lequel on passe, un début de carrière, un mi-temps de carrière, un fin de carrière. Donc, c'est davantage là qu'on va trouver des différences. Alors, le fait de se côtoyer, aujourd'hui, fait en sorte que c'est une bonne chose. Le monde du travail est dans une telle évolution, dans une telle perturbation, c'est qu'on a besoin de toutes les diversités. Les plus jeunes amènent les nouvelles compétences, des nouvelles formations, mais les plus âgés ont quand même toute la mémoire organisationnelle, corporative, ont toute l'expérience, donc toute la connaissance expérientielle qui vient alimenter des systèmes qui doivent être revus, qui doivent être modifiés. Je pense qu'aujourd'hui, qu'on est à une étape où il faut tout regarder, il faut prendre en considération toutes les compétences que l'on peut avoir, et d'autant plus que quand on sait combien la population active est constituée de personnes quand même qui sont plus âgées, écoutez, les milieux de travail doivent en tenir compte. Ce qu'il faut aussi ajouter, c'est qu'on voit de moins en moins la segmentation de la population active seulement en termes d'âge. Il faut regarder les questions d'intersectionnalité. Les femmes plus âgées sont dans parfois des situations qui sont différentes et ont besoin de pratiques, d'adaptations qui peuvent être différentes des hommes plus âgés. Il faut aussi entrer toute la question de la diversité ethnique et il faut regarder donc la composition de la main-d'œuvre dans toute sa complexité. Quand on le regarde, je pense qu'on a avantage à le faire et puis ça donne évidemment des solutions qui sont mieux intégrées sur le marché du travail. Une bonne pratique peut servir à plus qu'une personne, plus qu'une caractéristique. On pense par exemple aux questions d'équilibre travail-famille ou autres qui s'adressent peut-être aux plus jeunes, mais on ne peut pas dire qu'ils s'adressent exclusivement aux jeunes ou seulement les jeunes devraient en bénéficier. Oui. On peut en bénéficier à tout stade de son parcours professionnel. Monsieur Pinsonneau? Oui, mais en fait, c'est très intéressant ce que vous mentionnez. Et quand vous parlez des besoins, équilibre travail-famille, besoins des travailleurs en termes de
de différences associées davantage à l'âge dans un même milieu de travail. C'est un des éléments, exemple, en milieu de bureau qui est observé, c'est que de plus en plus les entreprises vont vers ce qu'on appelle des postes non assignés, des postes agiles, aussi des environnements à air ouverte où est-ce que les gens souvent n'ont pas un poste attitré à eux. Ça amène de grands changements au niveau de la population, au niveau des travailleurs, des gens plus âgés qui n'ont pas les mêmes besoins de concentration, besoin de pouvoir avoir un environnement qui est propre à eux, et versus les jeunes qui arrivent dans le milieu du travail, qui sont habitués de travailler dans toutes sortes d'environnements avec du bruit ambiant et tout, donc ils ont une capacité de concentration qui est différente. Donc leurs besoins dans ces milieux-là, on appelle ça en ergonomie, on parle des besoins fonctionnels. Donc ce qui est important, c'est que dans une organisation, on parle de différences d'âge, on parle de différents besoins, mais dans une organisation, les besoins fonctionnels ne sont pas les mêmes que dans un autre par rapport au type de travail, mais aussi par rapport à la diversité de la population. Puis une des tendances qu'on voit beaucoup, vous parlez de conciliation travail-famille, de plus en plus d'organisations vont non seulement proposer, mais fortement proposer le télétravail. Mm-hmm. Donc, le télétravail amène des enjeux au point de vue de l'ergonomie. Est-ce que l'entreprise doit fournir les équipements? Est-ce que le travailleur travaille dans quel genre d'environnement? Combien d'heures par semaine? Donc, dans un milieu de travail, le volet ergonomique habituellement est considéré. Malheureusement, souvent, c'est pas toujours les bons choix d'aménagement qui sont faits parce que les besoins fonctionnels de la population ont pas été bien analysés. Mais si on va à l'autre opposé, du spectrum, si on peut dire, dans le télétravail, c'est encore là, le travailleur a de l'autonomie et s'installe un peu comme il veut. C'est le fun pour le travail famille. Souvent, les gens vont avoir une grande fierté de ça. Ça leur permet d'avoir de la polyvalence, de la souplesse dans leur horaire. Mais comme employeur, qu'est-ce qu'on s'assure comme environnement pour les gens en milieu à la maison, par exemple, quand ils font leur travail, là? Parlons un peu technologie. Devrions-nous avoir peur que l'intelligence artificielle et les autres technologies, je pense à la robotisation, les drones, viennent bouleverser le monde du travail? Et qu'est-ce que l'intelligence artificielle peut apporter à ce monde de travail-là? Professeur Sabat? Excellente question, je pense aussi très à jour. Il est clair que toute la question de l'avènement du numérique, cette 4e révolution industrielle, l'intelligence artificielle va avoir certainement son impact sur les milieux de travail. Si on regarde un peu la structure du monde du travail, comment elle a évolué sous la dernière révolution industrielle, qui en était une technologique aussi, on a vu rapidement se développer des emplois hautement qualifiés. On s'attendait à la disparition des emplois sous-qualifiés. Finalement, ils ont diminué. Et puis, ce sont les emplois intermédiaires routiniers qui ont subi les plus grosses pertes. Donc, que se passera-t-il avec cette révolution industrielle, avec robotisation, intelligence artificielle? Donc, comme je le disais au début, ça brouille un peu la sphère biologique, la sphère physique avec la sphère du numérique. Toute une de nouvelles conceptions qui arrivent, la façon de voir le travail. Selon les rapports de l'OCDE que j'ai revus un peu, donc 2017-2018, l'intelligence artificielle va réussir à reproduire des compétences égales ou supérieures aux compétences de 89% des adultes dans les pays de l'OCDE. Au Canada, 10% des emplois vont subir plus de 70% de transformation. 25% verront les tâches modifiées à plus de 50%. Donc, il est clair, l'anticipation n'est plus, la préoccupation est réelle. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut, ou sur quoi est-ce qu'il faut mettre l'accent, de quoi faut-il vraiment se préoccuper? Il est clair que pour l'instant, ce qu'on voit, c'est que les travailleurs peu qualifiés vont encore une fois resupporter le plus gros coût des ajustements. Donc, l'automatisation des emplois va encore une fois probablement pousser les emplois vers une qualification qui est plus importante. Et donc, on revient à ce défi d'avoir à gérer toute l'inégalité du fait entre si vous voulez, des doubles citoyennetés, des gens peu qualifiés qui subissent un peu tous les aléas de cette nouvelle façon de voir les choses, de cette nouvelle technologie du numérique qui entre dans nos vies, versus ceux qui finalement prennent la vague puis restent un peu à l'avant-garde, puis qui vont être recherchés par les organisations. Donc, vous voyez, c'est la course aux compétences, c'est la course au développement de ces nouvelles compétences génériques, avancées, en littératie, numératie, manière de pouvoir concevoir les choses pour pouvoir rester, évidemment, un pas en avant et ne pas subir un peu toutes les difficultés. Est-ce qu'on le sait comment ça va affecter nos emplois?
Peut-être pas de manière encore très claire, mais on peut certainement bâtir la feuille de route pour y arriver. Donc, il faut commencer à les anticiper, ces compétences, il faut les rebâtir, il faut analyser les emplois. Et là, il faut le faire de concert avec des gens qui travaillent en intelligence artificielle. Il faut le faire de concert avec les écoles, les collèges, les universités. Il faut le faire aussi donc en bâtissant des nouvelles formes de partenariat, des nouvelles formes en prenant compte de toute la diversité à l'intérieur de l'entreprise, toutes ces formes, et donc de la connaissance, de prendre la connaissance existante, mais de bâtir cette nouvelle connaissance. Écoutez, c'est tout un nouveau mandat qu'il va falloir regarder rapidement. Il faut aussi considérer que les incidences sociales de toute cette révolution sur les milieux de travail est importante. Notons un peu toutes ces entreprises qui sont en train de se développer dans un nouveau modèle d'affaires qu'on saisit beaucoup moins bien, et aussi les incidences, donc je parlais d'iniquité, mais aussi toute la question de la transgression de la vie privée et toute la question un peu de revoir les postes qui sont amenés à disparaître complètement versus des emplois qu'on n'arrive pas tout à fait à anticiper encore pour le futur. Monsieur Pinsonneau, oui. La technologie, problème, solution? Bien, en fait, vous parlez au départ d'avoir peur de cette révolution. Je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Il faut savoir qu'elle s'en vient, comme vous le mentionnez bien. Elle est là, elle est présente déjà depuis plusieurs années. Le défi qu'on voit dans les entreprises, c'est que les gens chargés de ces projets-là, qui vont chercher pour des objectifs de productivité, d'efficience ou autre, c'est déjà en cours. Donc, l'idée, c'est que ces gens-là doivent tenir compte de certains critères de base très, très simples pour que les gens qui vont être encore en poste, qui vont travailler avec ces robots-là collaboratifs parfois, que des critères de conception soient considérés. C'est-à-dire que on parle d'analyser le travail, analyser les emplois, mais il faut la base de l'ergonomie, c'est il va y avoir quand même des humains à quelque part dans ce processus-là. Il faut analyser leur travail réel. Donc, qu'est-ce qu'ils vont réellement faire? Quelle sera également l'interaction à ce niveau-là? Quelle partie du travail devrait être automatique? Quelle partie du travail devrait être encore faite pour des raisons quelconques? La prise de décision, par exemple? Exactement. Comme, par exemple, des aspects de qualité ou des aspects visuels qu'un robot n'est pas encore rendu à ce niveau-là de précision, mais donc c'est juste de s'assurer de pas avoir peur de cette révolution-là. Elle est là, elle est déjà en cours. On n'a qu'à penser dans les entreprises, comme je mentionnais à quelqu'un hier, quand on va aux États-Unis, les entreprises n'attendent pas les recherches, par exemple, sur des aides à la manutention, sur des exosquelettes, sur des robots. Ils n'attendent pas que les études soient là et soient concluantes. Ils le font, ils l'implantent dans les entreprises manufacturières parce qu'ils ont, justement, si on revient à la discussion de départ, une pénurie de main-d'œuvre plus spécialisée, plus âgée, et donc ils doivent faire face à ces exigences-là. Donc, ils le robotisent. Ils mettent des exosquelettes ou des équipements sur les travailleurs pour les aider à faire face à certaines exigences. Donc, c'est déjà en cours. L'idée, c'est comment on peut tenir compte de la réalité du travail pour corriger les bons points, les points qui sont plus difficiles pour les femmes, pour les populations âgées, entre autres. Finalement, adapter la technologie aux travailleurs. Oui, tenir compte de sa réalité à lui. Oui. Et souvent, c'est une étape qui est malheureusement négligée. C'est qu'il y a quelqu'un qui a 30 ans d'expérience et on a un chargé de projet ou un ingénieur qui a 30 ans, peu importe, et qui arrive et qui prend pas compte de cette réalité-là pour développer la robotisation, développer les aides quelconque au niveau de l'informatique ou autre. Donc, c'est tenir compte de cette réalité-là, prendre le temps avec les opérateurs ou les travailleurs qui font le travail réel depuis des années pour, après ça, l'améliorer. Ce n'est pas un combat entre la main-d'œuvre et la robotisation. C'est simplement de dire ça va travailler dans ce sens-là pour des objectifs de productivité et autres. Oui. Donc, merci beaucoup. On était en compagnie de Christian Pinsonneau, ergonome certifié chargé de projet à Amtrak, et Tania Sabat, professeure en gestion des ressources humaines et titulaire de la chaire BMO en diversité et gouvernance de l'Université de Montréal et chercheuse au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail. Merci. Merci à vous. Merci à vous. C'est maintenant le temps de passer le micro à notre scientifique éditorialiste, là où un chercheur réagit à un sujet d'actualité. Bonne écoute. Bonjour, mon nom est Yann Giroux, je suis infirmier clinicien à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je suis aussi étudiant à la maîtrise en administration des services de santé à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Le sujet aujourd'hui, ça va être
Le lavage des mains. Pourquoi c'est important le lavage des mains? C'est parce que c'est probablement l'étape essentielle où tout le monde peut briser la chaîne de transmission de certaines bactéries ou certains virus. Plus particulièrement, on va parler du virus de la grippe ou de l'influenza aujourd'hui. Il y a beaucoup de distinctions à faire entre c'est quoi un rhume, c'est quoi une grippe. Ça, c'est pas le but qu'on a aujourd'hui. La grippe, c'est un virus, en fait, qui change à chaque année de souche en fonction de qu'est-ce qui nous est transmis là, par les oiseaux d'un continent à l'autre. Et ça occasionne plusieurs symptômes désagréables du genre nausées, vomissements, diarrhée, douleur, fatigue, mal de tête, déshydratation. Et on n'est pas tous égaux physiologiquement devant ce virus-là. Des personnes qui sont de l'âge adulte vont s'en tirer habituellement beaucoup plus facilement qu'une personne âgée avec plusieurs maladies chroniques de 85 ans et plus. Ça pourquoi je crois que c'est une bonne chose de parler de lavage des mains aujourd'hui et de parler de comment ça se transmet le virus de l'influenza. Premièrement, ça se transmet par gouttelette ou par contact indirect. Ça veut dire que si quelqu'un vous parle, fait quelques positions et vous l'avalez, bien, vous êtes à risque de le contracter. Si au contraire, quelqu'un éternue dans sa main et touche une poignée de porte et que il s'est pas lavé les mains entre-temps et vous touchez la poignée de porte et vous mangez votre sandwich, en fait, vous avez des chances d'attraper la grippe. Et de façon un petit peu plus insidieuse, parfois dans des réunions de famille ou dans un restaurant, un buffet plus particulièrement, il y a beaucoup de chances d'être en contact avec différentes bactéries ou virus. Faut pas non plus capoter, là. Mais disons qu'un buffet, c'est une belle opportunité pour des bactéries de croître et de se reproduire parce que c'est chaud et c'est humide. Donc, personnellement, j'y vais une fois de temps en temps, mais pas dans la période de la grippe parce qu'il y a tous les ustensiles, toutes les pièces qui nous servent à nous servir dans la nourriture qui potentiellement peuvent nous jouer des tours et nous faire contracter ce fameux virus. Donc, des méthodes de précaution, là, le lavage des mains, c'est super important. Il y a beaucoup de gens qui rentrent à la toilette, qui se lavent les mains en 5 secondes et qui en ressortent. Ce à quoi je les regarde bizarrement habituellement et je les juge. Mais la façon efficace, c'est de ne pas oublier aucune partie de la main à partir des doigts jusqu'à environ 5 cm au-dessus du poignet. Habituellement, si on a le temps de chanter Frère Jacques et de frotter l'ensemble des mains, tant le dos, la paume, le doigt dessous les ongles, les pouces, entre les doigts et surtout les poignets. Habituellement, entre 30 et 60 secondes, le temps de chanter Frère Jacques au complet, c'est une bonne façon de prévenir pour pas avoir la grippe soi-même ou ne pas la transmettre. Donc, en résumé, si vous aimez les autres et même si vous ne les aimez pas, essayez, s'il vous plaît, de briser cette chaîne de transmission de la grippe. Ça va aider à la santé de tout le monde. Et on se revoit prochainement pour une prochaine capsule. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche de l'émission François Cartier, à la réalisation de l'émission et au micro Isabelle Burguin. Si vous voulez réécouter cette émission, restez à l'écoute de Radio VM. Nous avons des rediffusions durant toute la semaine. Vous pouvez l'écouter aussi en podcast sur iTunes, sur le site de l'agence Science Presse. Et si vous l'avez aimé, partagez-la. À la semaine prochaine. Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue la seule logique. On y parle de génome de